Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Bienvenue pour cette petite fabrique numéro 3 où il va se passer des choses intéressantes comme d'habitude. On va découvrir d'abord un immense bâtiment, 4800 m², je crois. Exactement, qui s'appelle le pôle Albert Camus à Coulennes, qui prend place en plein cœur de ville. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Bien. Ensuite, découverte dans une petite balade architecturale d'un bâtiment que vous aimez beaucoup. La bibliothèque universitaire, superbe bâtiment là, qui prend place sur le campus universitaire du Mans. Et puis chaque mois, on vous propose aussi de découvrir un architecte. Christophe Bayeux, bien connu des Sartois, là encore, avec une belle agence à la fois sur le Mans et sur Alençon. Eh bien, dépêchons-nous, allons-y. On va d'abord commencer par les news. C'est Émilie Rodriguez qui nous accueille pour cette petite chronique de news. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes chargée de pédagogie au CAUE et on va parler ensemble du printemps de l'architecture. Voilà, c'est ça. Donc le printemps de l'architecture qui dure 3 mois et qui est une manifestation qui regroupe 5 organismes, l'ARDEPA, la DRAC, les CAUE bien entendu, et la Maison de l'Architecture, le syndicat des architectes. Ça s'organise au niveau régional. Chaque département a une thématique? Tout à fait, oui. Le 49, par exemple, travaille sur le végétal et nous sommes sur la thématique de la peau des murs. Bon, et alors pour préparer cette thématique, vous avez travaillé vous aussi avec des partenaires locaux? Oui, tout à fait. Comme l'association Piacel Radieux, par exemple, ou bien le service départemental de l'architecture. Bon, chez nous, en Sarthe, on a décidé de reconcentrer les choses sur une semaine de l'architecture. Oui, on a, comme tous les ans, une semaine de l'architecture, donc là qui s'inscrit dans le printemps. Du 8 au 12 avril, on fait visiter à des scolaires des bâtiments contemporains sur la thématique. Et ils apprécient? Énormément, oui. C'est vrai qu'ils apprécient le dialogue entre le concepteur et les élèves sont très friands de ce genre de choses. Alors ça n'est pas évidemment le seul événement. Chaque année, vous organisez un colloque aussi. Oui, le colloque Eau en couleur, qui est un colloque dédié donc là sur la peau des murs, avec des exposés en matinée et l'après-midi, plutôt consacré à des savoir-faire locaux et en parallèle une promenade architecturale. Et l'apothéose évidemment de ce printemps, c'est le festival des petites machines à habiter qui fête ses 10 ans cette année. Donc on est ravis de pouvoir valoriser ces 10 années. Donc rendez-vous au pavillon du Parc Monod du 27 juin au 30 septembre. Tout est dit. Allez, on va découvrir maintenant nos invités. Merci Émilie. Merci. C'est dans un nouveau décor qu'on vous accueille, n'est-ce pas Nicolas? Puis il est magnifique, non? Il est magnifique, il vient d'être fait. Ouais. Vous avez vécu l'ancien décor de Au Bonsoir, on vous fait découvrir le décor de Au Bonjour, puisque c'est à la fois le midi et le soir maintenant. Merci à Sylvie Rochelet de nous accueillir. Alors, nous accueillons à notre tour nos invités. Christophe Bayeux, qui sera l'architecte à découvrir tout à l'heure. Bonjour Christophe. Bonjour. Eric Liget, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école du pôle Camus, c'est ça? De l'école Camus. De l'école Camus. Voilà. D'accord. Le pôle, c'est beaucoup plus large que l'école. C'est plus large, oui. Bon, c'est à Coulennes. À Coulennes, que je connais depuis très longtemps. Vous êtes arrivé en quelle année à Coulennes? En 1989. Et nous allons découvrir ensemble, justement, les images de cet ensemble assez étonnant, ambitieux, on peut le dire. Alors, la ville de Coulennes a fait appel à un grand architecte. Festinger, ou Festinger, je ne sais pas comment on dit, un architecte d'origine autrichienne qui est installé depuis 1989 à Paris et bien connu puisqu'il a eu un certain nombre de distinctions, dont l'équerre d'argent. Il est surtout d'ailleurs connu pour ses passerelles, notamment la passerelle Simone de Beauvoir sur Paris. Et puis il a fait la rampe d'accès au Mont-Saint-Michel très récemment, là, qui doit être livrée, qui est en passe d'être livrée. Et qui plaît beaucoup, et notamment à celui qui est derrière la caméra ici, qui est allé récemment et s'est dit vraiment ça c'est un truc absolument magnifique. Alors magnifique aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui dirigez l'école qui est à l'intérieur du pôle Camus? Alors c'est une école qui est atypique, parce que par le bois qui est très très présent dans l'architecture de l'école. À tel point que vous croyez dans un chalet? Oui, surtout le premier étage où on voit toute la structure. Et c'est un mélange en fait de plusieurs matériaux. Il y a le bois qui est très très présent, il y a le verre, voilà, c'est important, il y a du vitrage partout. Et le minéral aussi, parce que l'architecte a laissé des murs béton apparents. D'accord. Et je trouve que l'ensemble est assez réussi. Donc il a joué sur le contraste des 3 matériaux, oui, un peu bruts. Oui. Voilà, moi ça me plaît bien. Maintenant, les collègues, il faut vivre dedans. Hein, pour maintenant, il faut qu'on puisse
Maintenant, comment je veux dire ça, moi, il faut qu'on puisse s'installer. Bien sûr. Alors, vous avez vécu dedans, d'une certaine manière, en tout cas dans les travaux, pendant carrément 3 ans, non? Ah oui, alors là maintenant ce qui est intéressant c'est qu'on est de l'autre côté et on voit l'ancien bâtiment, on se dit mais comment c'est possible qu'on ait pu vivre 3 ans 3 ans dans ce préfabriqué ou dans ces bâtiments. Oui, parce que c'est un bâtiment qui ressemble au Pailleron. D'accord. Alors, quels sont les avantages de ce nouveau bâtiment? L'espace, j'imagine? Alors l'espace, la circulation dans tout le bâtiment, et c'est surtout que, donc c'est pas encore bien réalisé, mais c'est la cour, on aura une cour immense. On n'a pas parlé de la toiture végétalisée, je crois que c'est une particularité, toute la couverture est assurée par un substrat végétalisé. Oui, alors c'est une plante d'origine du Nord, hein, je crois, qui change de couleur selon les saisons. C'est pas du sédum, les petites plantes grasses là, qui se colorent à l'automne de rouge, non? Elle change de couleur. Elle change de couleur. Christophe Bayeux, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, vous, de faire des toitures végétalisées? Oui, bon, on n'en fait pas souvent, mais on l'a fait sur le circuit des 24 heures du Mans. Et je trouve ça intéressant quand il y a co-visibilité, c'est-à-dire que le bâtiment est visible depuis des bâtiments qui sont plus hauts. Or, justement, c'est le cas sur le site. Et dans le prolongement de ce que vient de dire le directeur, ce que je trouve très intéressant, c'est l'inscription du bâtiment dans son site. À la fois le jeu des cours urbaines, le jeu des pentes, c'est un terrain très en pente, et puis le contraste qu'a su trouver l'architecte avec l'environnement, notamment avec les grands bâtiments de logement. Et ça donne un aspect institutionnel à son bâtiment, malgré son échelle. Ce qui est intéressant, alors vous parlez d'échelle 4800 m², c'est justement cette volonté de regrouper ensemble un certain nombre de fonctions qui sont justement, je vais dire, logiquement ensemble, en tout cas pour le grand public. C'est un lieu pour les centres aérés, c'est un lieu pour l'accueil périscolaire, c'est un lieu pour la crèche et même un gymnase. Et le gymnase, c'est pour ça qu'on l'appelle le pôle éducatif. C'est-à-dire que le temps de l'enfant est complet. C'est-à-dire de la petite enfance jusqu'au CM2, le soir, les vacances, on peut accueillir l'enfant sur son temps. Est-ce qu'il y a une démarche collaborative? Est-ce que l'architecte vous a interrogé, a réinterrogé le programme en fonction de vos observations, a essayé de tenir compte de ce que vous pouviez lui dire? Est-ce que ça a une incidence sur l'architecture en elle-même? Je crois que forcément, oui, l'espace. C'est l'espace. Nous, on voulait profiter de tout ce qui était existant. Donc on avait quand même déjà un gymnase, on avait une école maternelle, une école élémentaire, et on voulait conserver l'ensemble tout en ayant un lien entre tout ça. Et là, l'architecte a répondu à notre demande. Et on voulait aussi conserver l'espace court, l'espace sportif, l'espace et tenir compte des dénivelés aussi. L'intérêt qui est très important. Ouais. Et sur les ambiances, sur le choix de matériaux ou des choix pédagogiques peut-être? Alors les choix de matériaux, des pièces les unes avec les autres. c'est plus l'architecte quand même mais nous ça nous convient très bien. La disposition des classes, on voulait des classes qui s'ouvrent sur les coteaux de la Gironde, c'est-à-dire qu'on a changé en fait l'orientation du bâtiment existant pour qu'on ait une ouverture plus sur la campagne. Et là c'est. Oui, on a du mal à penser qu'on puisse s'ouvrir sur la campagne parce qu'on a l'impression qu'on est en cœur de ville. Oui. Alors quand l'ancien bâtiment sera détruit, on aura une vue sur la campagne coulonnaise. Alors ces 4800 m², ça peut faire un peu gigantesque. Est-ce que vous ne vous sentez pas perdu au milieu de tout ça? Pas encore. Non, pas du tout. Non, parce que chaque espace a une fonction bien déterminée. Il y a une espace de cours où c'est plus pour le jeu des enfants lors des récréations. Mais il y a un espace sportif qui est prévu plus tard, qui n'est pas terminé. Et il y a un espace aussi pour le jardiner. Il y aura des arbres fruitiers. Donc chaque espace a sa fonction. Bon. Est-ce qu'on a une idée juste du vieillissement du bois en façade? Est-ce qu'il va rester comme ça et grisailler, ou est-ce qu'il y a un traitement de façon à hâter ce grisaillement et uniformiser? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas? Non. Pour terminer, les enfants vont personnaliser en quelque sorte l'intérieur, leur quotidien? Oui, forcément. Et c'est pour ça qu'on construit une école. C'est forcément pour les enfants qui vont s'approprier les lieux, qui vont le... C'est pour ça que moi je trouve intéressant de revoir ce bâtiment plus tard. Bon, on se donne rendez-vous dans 3 ans? Voilà. D'accord. Dans 3 ans, même dans un an. Dans un an, il aura changé. Surtout dans un an, parce que c'est l'espace qui va avoir changé. Là, on ne se rend pas compte, pas encore,
de l'espace qui est disponible. L'architecte a eu son mot sur le mobilier, le choix des meubles, la décoration intérieure, enfin au-delà des choix de peinture et de matériaux. Il nous a incités. Il a son mot, oui. Après, c'est une question de budget. Oui, oui. Merci Éric Liget d'être venu nous présenter ce pôle éducatif Albert Camus. Vous avez évoqué il y a un instant la lumière dans ce bâtiment. On va en parler avec Jean-Jacques Morvan maintenant. Et nous sommes heureux de retrouver Jean-Jacques Morvan. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes architecte au CAUE. Vous réfléchissez au thème ô combien important pour les architectes. Par exemple, celui qu'on a choisi aujourd'hui, c'est même une obsession pour eux, je pense, la lumière. Ah oui, vous avez tout à fait raison. C'est un des sujets fondamentaux concernant le projet. Et l'architecte, c'est une des questions qu'il se pose en premier. La lumière, la façon d'éclairer un bâtiment, la façon de traduire sa façade, de la réverbération avec l'extérieur. Oui, en effet, la lumière est vraiment un sujet parmi les sujets, mais c'est très très important. La révolution de la lumière, ça a été quoi? Ça a été les cathédrales avec ces vitraux? On peut démarrer effectivement sur les cathédrales, parce qu'on a tous, en mémoire, on a tous pratiqué ces ambiances de pénombre, hein, de quelquefois austères, même souvent austères, et un rayon de soleil sur un vitrail donne une dimension quasiment métaphysique, en tout cas de rêverie, en tout cas d'interrogation. Et ces véritables BD, en fait, hein, les vitraux ressemblent à des BD de l'époque, et c'est vrai que ce contraste entre un ouvrage extrêmement bien fait et très lumineux avec la pénombre, donc, comme je le disais, de l'église, c'est vrai que ça interroge, ça interpelle. Oui, alors quelqu'un qui a apporté beaucoup, encore décidément on va le reciter, le Corbusier, avec Ronchamp, c'est ça? Oui, tout à fait, l'église de Ronchamp, donc une église moderne, hein, donc contemporaine, qui, en fait, le Corbusier a suivi la ligne du soleil pour tout simplement positionner ses percements. C'est-à-dire qu'au lieu d'être verticaux, ils sont horizontaux? Oui, en effet, il a apporté cet élément architectural, oui, on peut dire que c'est lui, oui, en effet, qui a apporté ce type d'ouverture. La lumière, c'est bien, la chaleur, c'est moins bien. Oui. Et ça, c'est compliqué pour les architectes. Oui, aussi. absolument, absolument, parce que alors je pense on ne traite pas le sujet de la lumière de la même façon dans les endroits géographiques où on se situe. Et on peut avoir l'intention de vitrer un bâtiment, mais si c'est pour engendrer une nuisance de type serre, d'effet de serre, c'est sûr que l'effet recherché, si même il est plastiquement intéressant, au niveau du vécu, c'est véritablement une galère, quoi. Pour terminer, l'avenir dans l'architecture par rapport à la lumière, c'est de faire évoluer les ouvrants pour qu'ils suivent la lumière, le soleil? Oui, vous avez raison. Et j'insisterai sur un point, c'est qu'il faut redonner aux architectes la possibilité de travailler ce paramètre, parce que l'exercice actuellement du métier d'architecte en libéral est contraint, très contraint, et quelquefois on ne passe pas en secondaire des questions fondamentales, mais il faut être conscient que ça demande du travail. Et en effet, vous avez raison, sur l'occultation, ça demande un vrai travail, et on peut même parler de maintenance, parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. Merci Jean-Jacques Morvan. Aujourd'hui, la balade architecturale est consacrée à la bibliothèque universitaire. Alors, bibliothèque universitaire bien connue des Manceaux, qui prend place sur le contexte hétérogène du campus, peuplé d'architecture très hétéroclite. C'est un site un peu compliqué à l'origine, hein, quand les architectes, l'atelier Baudouin et Husson sont intervenus, puisque il était assez peu construit, et puis le terrain laissait place à une topographie un peu chahutée, issue des remblais, des remblaiements des constructions voisines. Donc il a fallu recoudre, installer un bâtiment qui affiche clairement sa fonction, qui s'affiche d'ailleurs sur 4 phases différentes, toutes dessinées mais avec leurs propres particularités en fonction notamment de l'ensoleillement. La vraie difficulté dans ce type d'équipement, c'est de gérer la lumière, amener suffisamment de lumière à l'intérieur du bâtiment pour rendre confortable au lecteur l'usage des lieux, et en même temps la filtrer, notamment les façades de ouest avec les soleils plutôt rasants et sud avec les effets de surchauffe. Donc c'est ce à quoi se sont attachés les architectes. Alors on peut dire aussi qu'ils sont très influencés par le mouvement moderne, entre autres, par Alvaro Siza, architecte portugais. Enfin, c'était aussi un livre ouvert sur l'architecture contemporaine, hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Christophe, mais... Je pense qu'il y a des références aussi à Le Corbusier, il y a des références à pas mal d'architectes. Alors c'est un bâtiment que je connais bien puisque j'ai eu l'honneur de participer au concours d'un bâtiment qui se trouve juste en face, le TNA. Et ce travail sur les façades a accompagné mon propre bâtiment, et c'est un parti
comme ça que j'ai gagné ce concours. C'est en instaurant un dialogue avec cette grande façade, puisque la façade du bâtiment en face reprend ce thème d'une façade très linéaire, avec un hall d'accueil très ouvert sur la bibliothèque. Il y a même une salle de repos à l'étage qui est vraiment en avancée vers ce bâtiment. Alors l'architecture, c'est aussi l'intérieur. Alors justement, là je vois que vous passez les images de la rampe de déambulation, qui est une promenade architecturale. C'est un thème qui fonctionne très très bien dans ce bâtiment et qui m'est cher, puisque on vient de livrer, j'anticipe peut-être sur la suite, mais quelque temps déjà, un établissement spécialisé Alzheimer, qui repose sur ce principe d'atrium central et de rampe de déambulation. Voilà, donc effectivement, ça renvoie quand même à une difficulté qui est la gestion de l'intimité, parce qu'on a des grands espaces ouverts et en même temps on doit résoudre la question de l'intimité, notamment liée aux salles de lecture, aux salles de quotidien, etc. Donc comment, à partir d'un espace très ouvert, à partir de cet atrium et puis de cette déambulation sur un plan incliné, sur cette rampe, générer des ambiances suffisamment feutrées, et notamment du point de vue phonique et acoustique, c'est une vraie complexité. On a aussi cette façade très démonstrative plein sud qui renvoie à la maison de verre de Charot, la maison des années 30 bien connue, avec ses pavés de verre qui donnent un effet très graphique. C'est-à-dire que quand on franchit cette rampe, on arrive dans la lumière. On est baigné par la lumière, plein sud, et on a presque un phénomène d'éblouissement face à cette superbe façade. C'est ainsi que se termine cette petite balade architecturale. Merci messieurs. Merci. Christophe Bayeux a été sage depuis le début de cette émission. Maintenant, ce plateau vous est consacré. Découvrir les architectes, c'est ce que nous souhaitons faire. Ils sont combien en Sarthe, les architectes? Ça, c'est vraiment une question piège. J'ai aucune idée. J'ai quelques centaines, mais je ne sais pas absolument. Je devrais le savoir, mais... À ce point-là? Je pense, oui. Plus d'une centaine. Ouais. Christophe Bayeux, vous êtes installé depuis combien de temps au Mans? Alors, je suis donc monceau d'adoption depuis 20 ans. Donc j'ai créé mon agence 20 ans, donc avec une seule personne au départ. Et aujourd'hui, j'ai employé jusqu'à 17 personnes. Et là, on est descendu un petit peu à 16 personnes. Alors, ça s'appelle Christophe Bayeux, architecte et associé. Donc vous avez un certain nombre d'associés, évidemment. Oui, c'est-à-dire que j'ai souhaité associer certains de mes collaborateurs pour les fidéliser. Voilà, donc c'est plus dans ce sens-là que donc je reste le patron de mon agence. Et vous avez monté une deuxième agence à quelques kilomètres d'ici, une cinquantaine de kilomètres à Alençon? Oui, tout simplement parce que je suis originaire de l'Orne. Enfin, j'ai une double origine, c'est l'Orne et Paris. Voilà, donc je suis un peu partagé entre les deux. Et donc j'ai souhaité quand même créer un cabinet dans l'Orne au bout d'un certain temps d'exercice. Alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes bien connu, on va dire, de la commande publique, c'est-à-dire effectivement d'architecture pour les collectivités, pour... J'espère, mais c'est pas à moi de le dire par contre. Comment se répartit votre activité? Est-ce que c'est que du public? Est-ce qu'il y a une part de privé, notamment de la maison individuelle? Non, c'est très peu de maisons individuelles. Par contre, oui, j'ai la chance d'avoir une activité très variée. Avec une grande place aujourd'hui au médico-social. Je travaille sous forme de concours, de commandes publiques, commandes privées. Ça veut dire qu'il y a une spécialisation de fait? Non, justement, ma spécialité, c'est de ne pas vraiment en avoir. Donc je suis... Vous parliez du médico-social. Est-ce que de fait... Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a effectivement plus de demandes dans ce domaine-là. Mais j'ai travaillé aussi sur des crèches, donc je travaille depuis l'enfance jusqu'au crématorium, vous voyez, donc j'accompagne la vieillesse aussi sous forme de résidence service social, EHPAD, établissement Alzheimer dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir une activité très très variée. Mais c'est vrai aussi de l'industriel. On construit actuellement et du bureau, puisqu'on construit actuellement au siège du groupe Noblage, 6 000 m² à Nantes. Et donc on a beaucoup de chantiers en cours. Donc pour une fois qu'un Sartois investit les terres nantaises, oui, ça c'est rare. Voilà, oui, c'est souvent l'inverse. J'ai la chance de travailler aussi sur Paris, de travailler sur Paimboeuf, je travaille dans le sud-ouest. Voilà. Donc j'ai quand même une grosse activité dans les départements Manceau et Ornay. Mais... Alors ici récemment, vous vous êtes fait remarquer, d'ailleurs vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, avec un établissement ô combien important, la Souvenance. Oui, c'est un établissement assez particulier puisqu'il y a très peu d'établissements complètement dédiés à cette pathologie. Donc Alzheimer. Alzheimer, bien sûr. Et bon, comme j'ai travaillé sur ce dossier avec un programme qui était intéressant, mais avec un regard neuf. Et donc c'était un dossier sur la base d'un concours national. Et donc j'ai donné tout ce que j'avais en équipe, puisque j'ai des architectes qui travaillent avec moi. Et donc ça a été un vrai travail d'équipe et on a fait quelque chose d'un petit peu novateur, qui aujourd'hui est loué par les professionnels.
du métier au niveau national et international. Il y a évidemment des spécificités à ce type de bâtiment et à ce type de pathologie, j'imagine. On ne le conçoit pas de la même manière que n'importe quel autre établissement pour personnes âgées. Oui, la grande complexité de ce type de bâtiment, c'est à la fois laisser de la libre circulation aux personnes, et c'est l'objectif primaire et principal de ce bâtiment, mais ensuite également de travailler en fonction des personnes qui sont sédentaires, puisque c'est quand même la majorité. Voilà, il y a tout un travail sur un atrium central, comme je disais tout à l'heure, de ce bâtiment, qui permet aux personnes qui ne bougent pas de profiter du mouvement que l'on trouve dans cet atrium, où il y a des oiseaux, des poissons, voilà, toute une vie intérieure. Vous parliez d'association tout à l'heure, j'ai appris lors d'une conférence à Alençon, où Rudy Ricciotti était amené à s'exprimer sur son œuvre, que vous avez travaillé avec lui. Comment est-ce qu'on travaille avec Rudy Ricciotti? Est-ce que c'est lui qui vient vous chercher, ou est-ce que c'est une association voilà, sur un conjoncturel, parce qu'il y a une demande qui semble intéressante, parce que l'architecte marseillais a envie de travailler avec un local pour avoir le marché. Enfin, comment ça se passe? Oui, le hasard a fait que j'ai rencontré Rudy Ricciotti à Shanghai, comme d'autres architectes français. Et voilà, le courant est très bien passé entre nous. Et aujourd'hui, quand il y a des chantiers d'importance ou des concours d'importance dans lesquels il a une vraie compétence, je me permets de l'appeler. On a des rapports tout à fait conviviaux et on se présente ensemble. Voilà, il fait partie des architectes qui aiment bien concourir avec des locaux. Des locaux ça complète un peu sa propre compétence avec une vision du terrain qu'il n'a pas forcément lui de l'extérieur. Alors là, on est sur des projets, on va dire évidemment ambitieux par la force des choses. Vous travaillez également pour des petites collectivités. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas, la communauté de communes du sud-est du pays Manceau par exemple, et vous faites des choses tout à fait originales. On peut retraiter un ancien supermarché et en faire le siège d'une communauté de communes, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est vrai que Paris-Lévesque a été l'une des premières communes à m'avoir fait confiance. Donc j'ai transformé un vieux Super U en siège de communauté de communes. Projet à la suite duquel on m'a proposé de travailler en direct sur la salle de gymnastique de Paris-Lévesque. Et à la suite de laquelle j'ai aussi fait la salle de tennis de table de Paris-Lévesque. Voilà, donc ça a été un bon tremplin ensuite pour faire des équipements publics. Oui. J'avais une question sur les matériaux. Certains architectes, on parlait de Rudy Ricciotti tout à l'heure, travaillent essentiellement avec un matériau de prédilection. Ricciotti, c'est le bois, c'est le béton, pardon. Jourda, c'est le bois, par exemple. Est-ce que vous avez une marotte? Est-ce que vous avez un matériau de prédilection, ou bien en fonction du programme, du lieu, du contexte, des savoir-faire locaux, vous changez de matériau? Oui, effectivement, c'est plutôt... Non, j'ai pas de matériau de prédilection. Par contre, le matériau, comme la matière, la couleur, font partie d'éléments qui nous permettent de créer des lieux. Et ma vision d'architecture, c'est celle-ci. C'est une architecture vernaculaire, mais qui permet vraiment de créer des lieux. Et quand je dis des lieux, c'est des lieux où on aime travailler, des lieux où on aime faire du sport, des lieux où on aime manger, dormir, vivre. Voilà, c'est ça Le métier d'architecte est un métier le vôtre en tout cas, de généraliste. Hein. Vous devez vous adapter à chaque fois aux différents types de demandes. Comment on travaille ça quand on se lance sur un projet à propos duquel on n'a pas du tout eu l'occasion d'avoir d'expérience particulière dans un domaine donné? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit avant, je suis généraliste, et c'est pour moi un gros avantage. Dans la mesure où quand j'aborde un programme que je n'ai jamais étudié, je m'oblige avec mes équipes à aller à fond dans ce programme, de visiter des bâtiments et d'avoir une réflexion vraiment forte sur ce programme et ce que l'on peut faire des intentions du maître d'ouvrage. Et on a, à cause de ça, ou grâce à cela, des réponses neuves. Voilà. Alors ça ne marche pas à chaque fois, mais tous les premiers bâtiments que j'ai faits dans un certain style ou dans un certain domaine ont pour la plupart pas mal réussi. Voilà. Mais c'est grâce aussi à ce travail que ne font pas forcément les personnes qui ont l'habitude de faire ce type de bâtiment. Et c'est ce qui s'est passé pour l'établissement Alzheimer. Question piège pour terminer. Est-ce que dans les architectures modernes, on utilise des peintures à l'ocre? Chez vous, par exemple? Oui, ça c'est la question piège des peintures et de la couleur des bâtiments sur Le Mans. Ça me permet surtout d'enchaîner avec celui que nous allons voir maintenant et qui va nous proposer une petite recette pratiquement de cuisine, vous allez voir. C'est les peintures à l'ocre et c'est Bernard Lémontuyot. C'est quasiment de cuisine dont nous allons parler aujourd'hui avec Bernard Lémontuyot. Bonjour Bernard. Bonjour Pascal. Un peu de la cuisine puisque les peintures à l'ocre c'est de l'eau et de la farine.
Il n'y a pas que ça, mais c'est la partie quand même essentielle, quand même, malgré tout. Oui. Alors, on va parler de peinture à l'ocre extérieure, on est bien d'accord, hein? Extérieur. Alors, d'abord, il faut dire que c'est 100% naturel, ces peintures-là. C'est 100% naturel. On les fabrique dans un chaudron? Enfin, un chaudron, oui, si on veut. Moins important, un contenant assez important. Oui. Donc de l'eau? Alors, de l'eau qu'on fait bouillir, dans lequel on va mélanger de la farine, qu'on a dilué un petit peu avant à l'eau de façon à ne pas avoir de grumeaux. Donc là, on est dans la cuisine. Des ocres? Des ocres. Alors, c'est quoi l'ocre? Alors, l'ocre vient essentiellement des terres. Bon, c'est celle-là qu'on emploie le plus pour les peintures extérieures. Mais on peut avoir des ocres d'oxyde de fer également qu'on peut mettre pour les couleurs. Et donc, c'est des parties prenantes de terre. Bon, il y a encore, disons, dans les Ardennes et la Bourgogne, qui sont encore les deux pays qui nous donnent le plus d'ocre actuellement en France. Il y a encore un fabricant, on m'a dit, moi, en France. Oui, la Bourgogne, mais il y a encore dans les Ardennes également. Bon, donc du sulfate de fer. Alors le sulfate de fer n'est là uniquement que pour éviter les mousses dans les peintures. Bon, voilà. De l'huile? De l'huile de lin, qui va faire un liant également. Et alors c'est amusant, du savon noir? Et du savon noir ou du savon de Marseille pour faire une émulsion. D'accord. Et donc on mélange? Et on mélange, bon on mélange tout le temps, mais on met les produits, il faut environ un quart d'heure chaque fois, un quart d'heure pour faire bouillir l'eau, ensuite la farine, un quart d'heure pour la mélanger, ensuite un quart d'heure après on met les ocres, avec les ocres on met l'huile de lin, et ensuite on va ajouter encore un quart d'heure, et on va mettre les sulfates de fer, le savon noir ou le savon de Marseille liquide. Et ça y est, la peinture est prête? Et la peinture est prête. Donc on n'a plus qu'à l'appliquer. Quels sont les avantages de la peinture à l'ocre? Alors la peinture à l'ocre, bon, c'est pas sorcier, les Suédois l'employaient depuis 3-4 siècles, hein, c'est celle-là, donc dans les pays du Nord, où il y a quand même des intempéries beaucoup plus dures que par chez nous. Ça permet de protéger les bois, parce que les bois ont besoin d'être protégés, mais ils ont aussi besoin de respirer. Chose importante dans tout bâti ancien. Donc on va dire que c'est écologique. Et c'est très économique en plus. Alors c'est très économique, le prix, bon, on compte pas sa main d'œuvre, mais c'est de l'ordre de peut-être 2 €, 3 € le kilo de peinture. Ouais, avec 5 litres, on peut faire 20 mètres carrés, disait-on. Oui, en 2 couches, oui, à peu près. Ben voilà. Bon, après, en entretien, c'est facile. On brosse. Oui, on fait à peu près tous les 8-10 ans. Donc la peinture. Bon. Moi après quand on veut refaire une peinture, on brosse. On lave, on brosse et on remet une couche, voilà, sans aucun problème. On n'en remettra pas de couche maintenant, Bernard. On se retrouve dans un mois pour une prochaine chronique. Merci pour ces peintures. Alors le petit tuyau quand même du jour, c'est que lorsqu'on a peint par exemple sur les baies vitrées, où il y a des baies vitrées, les menuiseries, laissez la peinture sécher un petit peu, vous prenez une paille de fer qui se vend en rouleau, et vous prenez un petit bout comme ça et vous nettoyez votre carreau et la peinture s'en va impeccable. C'est génial. Merci Bernard. Voilà, maintenant c'est l'heure de la bibliographie avec Nicolas Duverger, quelques ouvrages à ne pas rater. Voilà, 4 ouvrages sélectionnés, à commencer par 20 projets de rénovation écologique aux éditions Ouest France, un petit fascicule qui présente de façon très illustrée avec renfort de plan, des exemples de restauration, de vieilles granges, de lofts, etc. Et c'est tout à fait réussi à la portée de chacun, donc ça peut donner des idées pour le grand public. On me fait signe de me presser, donc Maison Paysanne de France vient de sortir un numéro, alors à dater du mois de mars, mais il est encore d'actualité, où il sera question des abords de la maison, et notamment les abords des constructions vernaculaires, comment soigner les premiers éléments à proximité de la maison, le perron, etc. Et puis pour conclure, 2 ouvrages sur les peintures à l'ocre, pour faire écho à la rubrique de Bernard, la peinture à l'ocre aux éditions je ne sais plus comment, Terres et Couleurs de Félicien Carly, association bien connue sur les peintures à l'ocre issues de farine, etc. Et puis La marchande de couleurs, les cahiers de recettes, un petit ouvrage là aussi disponible sur Internet, vous trouverez directement sur le site. Et donc ça se lit comme un livre de cuisine. Vous avez une 50aine de recettes, des recettes à la bière, des recettes avec des ocres, de la farine, etc. Parfait, Nicolas Duverger. Merci. Merci Christophe Bayeux d'être venu nous faire découvrir votre métier, votre passion, on peut le dire aussi. À très bientôt. Merci à vous. Dans un mois pour la suivante, Petite Fabrique.